Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons pouvoir commencer. Merci Antoine, Françoise, Laura et Olivier de nous rejoindre pour nous parler de votre vision, de votre sentiment et de votre retour d'expérience sur les 10 années passées. Moi, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer il y a pas mal de temps déjà. C'est pour ça que j'ai pensé à vous lorsqu'on s'est intéressé à faire ce sujet. En fait, donc je travaille pour les acteurs du Paris durable, donc je mets un peu en contexte pour que tout le monde comprenne bien. C'est un dispositif de la mairie de Paris qui a aujourd'hui 10 ans. On l'a créé en 2011 et pour nous, ça a été vraiment un gros changement de position, de posture, d'habitude en fait, une manière différente de rentrer en relation avec les gens. Puisque avant ça, nous étions plutôt des pédagogues, des animateurs. Et puis, avec Acteurs du Paris Durable, on s'est intéressé à ce qui se déroule sur le territoire, à essayer de faciliter les initiatives en faveur de l'environnement. Alors, faciliter vraiment à notre mesure, hein, donc soit en donnant des coups de pouce de communication, soit en offrant des lieux. Et donc, à cette occasion, eh bien, depuis le début, on s'est mis à rencontrer des initiatives, 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50. Et j'avoue franchement que moi, mon premier sentiment, ça a été quel foisonnement d'initiatives. Ensuite, avec le temps, on remarque qu'il y a aussi beaucoup d'initiatives qui ont du mal à perdurer, d'autres qui se développent beaucoup. On avait envie de faire un peu un point des 10 ans, de se dire, bon, bah alors quoi penser de tout ça, où on en est. Et puis plutôt que d'en parler nous-mêmes, on s'est dit, bah, on va inviter 4 personnes que nous avons eu l'occasion de rencontrer. Je me rappelle, Antoine, d'avoir rencontré sur des ateliers d'aide au projet, hein, les hold-up. Je me rappelle, puis après te recroiser à la Make Sense, à l'espace, hein, qui est à côté de Bastille. Puis récemment, de te recroiser en fait sur un autre projet que tu as avec la mairie de Paris. Olivier, je me souviens du lancement de ma propre énergie, de la création d'énergie partagée. On s'est dit, là, il s'est quand même passé des choses importantes pendant ces 10 ans. Françoise, un événement mémorable pour moi, c'était à la Maison des acteurs du Paris durable, toujours, cette énorme soirée organisée par Kaizen, sur le mariage des possibles, hein, sur est-il encore possible de manger du poisson. D'ailleurs, on avait dégusté du très bon poisson ce soir, amené par Poiscaille, hein. Ça, je m'en souviens très bien. Et puis Laura, eh ben, à plusieurs reprises, Laura, sur des ateliers de zéro waste, notamment, je me rappelle, réseau vrac, réseau consigne, et puis ensuite, des soirées qui ont attiré énormément de monde sur la question de trouver un job qui a du sens. Voilà, donc on a pensé aussi à d'autres personnes, bien sûr, mais voilà, on a pensé à vous et vous étiez disponible et on est très heureux donc de vous accueillir, de pouvoir vous entendre ce soir, nous relater un petit peu et nous transmettre à la fois des sentiments, des informations. Alors, j'ai envie de commencer. Je vous propose un déroulement qui va du général au particulier et j'ai envie d'avoir votre sentiment général quand on vous parle, quand vous entendez transition écologique et citoyenne, sachant qu'on peut accoler les deux mots, c'est une transition écologique faite par les citoyens, mais on peut aussi voilà, élargir le sujet. Quel est votre sentiment? Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement votre sentiment face à ce sujet? Alors, je vous laisse prendre la parole naturellement, comme vous le souhaitez. Allez, bah, moi, le mot transition me laisse, dubitatif. Mhm. Hem, je vois, sur mon fil Facebook plein de gens qui s'organisent, les acteurs de la transition. J'ai l'impression qu'au même titre que le développement durable ou l'économie circulaire, c'est un terme, qui peut chapeauter, tout et n'importe quoi et que, c'est une direction intéressante, mais que ça a été, conceptualisé, déconceptualisé, reconceptualisé, un peu utilisé à tort et à travers. Donc moi, à titre personnel, je sais toujours pas ce que c'est, ce que ça veut dire la transition et je pense que même dans les mouvements écologistes, on n'est pas forcément d'accord sur, en fait, une transition vers quoi? Dans certains milieux, d'écologie radicale, en fait, les gens, ils n'ont pas envie de transitionner vers un modèle de société où il y aurait des énergies dites renouvelables mais où, en termes de justice sociale ou de continuer à exploiter, les ressources à un certain niveau. Donc je pense, je sais pas ce que ça veut dire à titre personnel. Très bien. Alors,
juste pour dire que les intervenants vont se présenter davantage dans quelques minutes sur la deuxième question. Mais pour le moment, je les invite à participer sans se présenter davantage. Olivier ou Laura ou Françoise? Olivier, allez, Laura. Allez. Beaucoup d'espoir. Je pense qu'il y a plein de choses qui ont déjà été faites et qu'on doit répliquer. Par contre, sentiment d'urgence parce que voilà, maintenant, il faut vraiment qu'on passe à l'action, que ça passe vraiment un cap et que voilà, et qu'on aille plus vite. Françoise, tu veux poursuivre? Oui, moi, ce que j'ai envie de partager, c'est plutôt que transition, peut-être qu'en 10 ans, on a vu apparaître une mobilisation, voilà. Une mobilisation citoyenne déjà, voilà, une montée des prises de conscience à laquelle je pense qu'on a tous participé et la mobilisation, moi j'aime à voir qu'elle est locale et territoriale parce qu'il y a quand même une mobilisation. Et celle-là, elle est précieuse parce que c'est les petites gens qui font des grandes choses finalement. Voilà, donc j'ai envie de commencer par une note positive. Merci Françoise. Et Olivier? Moi, je vais prendre un petit peu le contrepoint de Françoise en disant que les définitions se vident de sens au fur et à mesure que le temps passe. À un moment, on parlait de développement durable. Maintenant, on parle de transition et notre président parle déjà de résilience. Il me met à toutes les sauces. Il y aurait certainement à réaffirmer, à redéfinir qu'est-ce que c'est que la transition et trouver quel pourrait être le plus grand dénominateur commun, de manière à trouver un équilibre global qui permette à la fois à la communauté humaine de vivre, mais aussi à la communauté animale, végétale de vivre, sans remettre en cause ces différents groupes. Voilà. Merci. Alors là, je vois qu'on est pas mal sur les questions aussi de définition, d'utilisation des mots, de dérive d'utilisation des mots ou de changement en fait de sens. Moi, j'aimerais aussi avoir votre sentiment, bon, quel que soit le mot qu'on utilise, en termes de, est-ce qu'il y a eu, comment vous sentez-vous sur ces 10 années? Est-ce qu'il s'est vraiment passé des choses? Est-ce que les citoyennes, les citoyens, vous avez l'impression quand même qu'elles ont poussé des initiatives? Est-ce qu'il y a eu quand même une mobilisation citoyenne, une transition, comme vous voulez l'appeler? Est-ce que ça avance au niveau de l'écologie? Je parle là non pas donc des stratégies d'État ou des stratégies territoriales, mais vraiment des stratégies citoyennes. Est-ce que vous pensez quand même que ces 10 années ont été riches d'initiatives? Eh ben, je commence. Oui, clairement. On a vu apparaître plein de mouvements, on a vu se renforcer la conscience. Mais ça reste un peu trop faible en nombre de personnes concernées et agissantes. Donc on n'est pas sur des masses critiques suffisantes pour faire basculer ou au moins évoluer sérieusement le système global. Moi, j'étais très active dans le lancement du mouvement Colibri. Donc, je vous rappelle, mai 2007 avec le lancement en 2008. Donc, c'était il y a quand même 13 ans. Indéniablement, quand on voit aujourd'hui le nombre de groupes Colibri, le nombre d'Oasis, le nombre de tout ça, oui, oui, bien sûr qu'en 10 ans, il y a des choses qui sont faites. Il y a des secteurs sur lesquels il y a plus d'actions que d'autres. Je prends un exemple, par exemple, les monnaies locales, c'est assez décevant. Voilà, si on prend un exemple. Donc oui, il y a des choses qui ont vraiment explosé. Si on prend les circuits courts, tout ce qui est AMAP, etc., ça a explosé. Donc oui, il y a quand même des choses qui ont avancé. Je pense que la vraie question, en fait, aujourd'hui, et c'est ce qui est parfois démobilisant probablement pour les citoyens, c'est qu'on a l'impression que c'est tellement rien, quoi, que c'est tellement rien. Voilà, quand on voit les chiffres du GIEC, quand on voit voilà tous les experts, tout ce qu'on peut nous expliquer, et quand on voit surtout l'incidence des politiques d'État et par exemple de l'agriculture au niveau mondial sur les gaz à effet de serre, on se dit bon ben voilà, moi j'ai beau manger local, faire mon potager, etc., etc. Dans quelle mesure ça sert à quelque chose? Et je pense que ça, il y a une vraie démobilisation quand même citoyenne. Voilà. Et, Antoine? moi, je vais aller dans ce sens. Il y a cette espèce de proverbe qu'on entendait tout le temps, genre la forêt qui pousse fait moins de bruit que l'arbre qu'on abat.
Et moi, je pense que c'est pas du tout vrai parce que généralement, la forêt, on la bat à l'autre bout de la planète, donc on l'entend pas du tout quand elle tombe. Et je pense qu'il y a eu des choses, moi j'ai vu des centaines de projets. En effet, moi je vois des choses vraiment, il y a plein d'oasis, des boutiques de vrac. Dans les écoles d'architecture, aujourd'hui, les gens ont un rapport complètement différent à la matière, à la manière dont c'est possible de construire. Il y a des ZAD il y avait les 10 ans des Lentillères l'année dernière, donc des quartiers vraiment qui laissent entrevoir des modes de vivre ensemble avec beaucoup de liberté, d'accueil, d'autonomie, de solidarité, d'écologie. Mais en même temps, j'ai l'impression que le travail de détricotage, d'ubérisation de la société aussi a continué. Donc il y a plein de savoir-faire collectifs. Voilà, il y a plein de gens, ils savent de moins en moins cuisiner, ils s'achètent de plus en plus sur Uber. Les acquis sociaux sont, et donc à mon sens aussi écologiques, sont de plus en plus menacés. On a continué à urbaniser plein de zones. Donc je ne sais pas si dans la balance, euh, les magnifiques initiatives citoyennes qui ont pullulé contrebalancent les effets néfastes de certaines politiques qui ont pu être menées. Alors Laura, est-ce que tu as retrouvé un petit peu de son, de voix? Ce serait vraiment embêtant qu'on n'arrive pas à t'entendre, Laura. Laura a un souci, je crois. On poursuit, elle n'entend plus rien. Dites-nous un petit peu, du coup, où vous étiez, vous, pendant ces 10 ans? Quelle était votre place? Qu'est-ce que vous avez pu voir au sein de vos structures? Et même avant ça, en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est où vous étiez et donnez-nous quelques exemples, peut-être 2 exemples de choses qui vous ont vraiment inspiré, qui vous semblent vraiment positives, des choses sur lesquelles on pourrait s'appuyer. Et puis, donnez-nous aussi 2 choses vraiment, des déceptions, quoi, des choses où ça avait l'air super et puis finalement, bah, ça n'a pas du tout donné le résultat escompté. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment un petit peu qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui bloque et sur quoi s'appuyer. Ne pas être que dans le négatif et surtout pas que dans le positif non plus. Essayer de. Et là, je vous guide en vous disant, donnez-nous 2 bels exemples, choses qui vous inspirent, et 2 choses plutôt négatives. Et en même temps, de là où vous étiez. Donc, racontez-nous un petit peu où vous étiez pendant ces 10 ans. Je ne sais pas, Laura, si tu as retrouvé ton son. Mais tu vas me dire? Est-ce que ça Ah, marche? super. Ah, ok. Bon. Et tu nous as entendus ou pas là? Bon. Il y a juste la fin de l'échange d'Antoine et après, mais en gros, tu as parlé de. On ne s'est pas encore présenté, on est sur les belles réussites. Ça. Voilà, là, vous allez nous dire un petit peu où vous étiez pendant ces 10 ans et nous donner des exemples de choses qui vous ont vraiment inspiré. Alors, plutôt des choses qui se sont passées autour de vous. Puis ensuite, vous nous parlerez davantage au sein de vos propres projets. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui était limitant? Qu'est-ce qui a bloqué? Dans les choses que j'ai vues marcher en 10 ans, c'est dès qu'il y a eu des initiatives collectives. Antoine, tu nous dis où tu étais pendant ces 10 ans? Bah là, moi, je suis un bébé. Je suis tout jeune. Mon engagement date de moins longtemps. J'ai commencé à m'engager quand les 3 autres intervenants étaient déjà très actifs. Moi, il y a 10 ans, j'étais au Brésil. J'étais parti faire surtout de la capoeira et boire de la cachaça. Et en fait, je me suis pris une claque en découvrant l'ampleur des monocultures et de la malbouffe. J'ai décidé du coup de m'engager. D'abord, j'avais une camarade de prépa qui m'a donné un bouquin. Et du coup, ça va être la première des illusions. Alors, c'était un bouquin qui nous a tous enthousiasmés, les gens de ma génération. C'était un bouquin de Mohamed Younous, prix Nobel de la paix, qui a lancé pas mal d'initiatives de microcrédit au Bangladesh et qui a essaimé dans le monde. La désillusion, c'est le bouquin s'appelait, ça me fait sourire a posteriori, s'appelait Vers un nouveau capitalisme. 10 ans après, bah non, moi j'ai pas envie d'un nouveau capitalisme. La désillusion, c'est aussi de se dire que malgré le fait qu'il y ait des milliers, voire des millions de gens qui montent des associations, des entreprises sociales, des initiatives pour faire de l'économie circulaire, en fait, on ne fait pas le poids par rapport à ce qui se passe au niveau des grosses boîtes et que on ne peut pas utiliser, on peut pas hacker le système marchand pour comment dire l'inonder d'initiatives positives qui vont changer la donne. Ça, ce serait ma désillusion.
Le point positif, c'est que du coup, avec des gens de Make Sense, entre autres, mais aussi de Slow Food, on a monté une initiative qui s'appelait Disco Soup. On allait récupérer des invendus dans les supermarchés, on les mettait à la vue de tous et toutes dans la rue et on cuisinait ensemble de manière conviviale. Et on a réussi à s'inspirer très vite on a pu bénéficier de l'accompagnement de l'Université du Nou. Donc, ils font des MOOC notamment, mais aussi des formations. Et un point que je trouve vraiment positif aujourd'hui, c'est que ce soit dans les éco-villages, dans des entreprises, dans des organisations, même parfois au niveau des collectivités, j'ai l'impression qu'il y a des postures de collaboration où les gens sont mieux outillés pour prendre des décisions de manière sereine, pérenne, en travaillant sur leur ego. J'ai l'impression que plein de très beaux projets qui ont capoté ou qui ont été dévoyés à cause de problèmes de gouvernance, aujourd'hui peuvent mieux fonctionner grâce au super travail fait par l'Université du Nou, que je vous invite vraiment à découvrir. Merci Antoine. Moi justement, je place un petit mot du coup parce que pendant ces dernières années, j'ai vu aussi beaucoup d'initiatives et notamment j'ai rencontré l'Université du Nou et j'ai vu se construire Transiscope. Et je sais que l'Université du Nou a permis en fait à des grosses entités différentes qui faisaient de la cartographie d'initiatives de s'associer et d'accepter en fait de partager leurs données et que personne ne tire la couverture à soi. Alors après, le résultat en termes d'impact sur la société, c'est sûr qu'il ne fait pas le poids, mais c'est beau de voir quelque chose de ce type. Olivier, Ben moi, il y a 10 ans, où est-ce que j'étais? Il y a 10 ans, 2020, j'étais au WWF et je bossais sur une tentative de développement de la bio dans les cantines. J'étais assez un peu en avance sur ce qui existe maintenant. La satisfaction, c'est de voir que d'autres organisations, d'autres acteurs ont repris ça et qu'on n'est pas sur une généralisation, mais maintenant c'est passé dans la loi avec des minimums et que globalement, ça va dans le bon sens et ça aide à construire la filière bio. Après, la déception, c'est que la filière bio est en train de se faire dépasser par le capitalisme qui est en train de le phagocyter et de travailler avec des gros producteurs de bio pour alimenter ces marchés-là. Voilà. Et ensuite, j'ai plus longtemps travaillé à Énergie Partagée, qui est un mouvement d'acteurs citoyens qui créent des coopératives locales de développement des énergies renouvelables. Donc l'idée étant de se réapproprier la production d'énergie de manière renouvelable liée à un territoire et que les éventuelles retombées restent sur les territoires et arrêtent de partir dans les fonds de pension américains et de la Corne arabique qui sont les gros acteurs dans le monde de l'énergie. Et ça, c'est une super satisfaction parce que il y a 10 ans à peu près, naissait Énergie Partagée, qui a pris exemple sur Terre de Liens, hein, dans le milieu de l'agriculture. Et aujourd'hui, il y a quasiment 10 000 personnes qui sont actionnaires du fonds Énergie Partagée. Il y a plus de 300 projets en fonction sur tout le territoire. Vous allez voir la carte des projets. Il y a une vraie culture et une vraie montée en compétences qui continue à se diffuser avec des gens qui sont bénévoles, qui se prennent en charge, qui apprennent les notions de la coopération, mais aussi les notions techniques de l'énergie pour voilà, arrêter d'être des aveugles qui sont juste des consommateurs et qui créent vraiment des alternatives. Bon, on n'est pas au point de peser et d'être un producteur très important dans le paysage énergétique français, mais ça progresse à marche, à un rythme assez soutenu. Donc ça prouve que dès qu'on s'organise, qu'on met un peu des moyens, qu'on met du temps et qu'on a une volonté, on est capable de créer des alternatives à côté qui font un peu dysfonctionner le système global, notamment de l'énergie, puisque maintenant, au niveau, on va dire, de la réglementation, sur des créations, par exemple, de parcs éoliens, eh ben, il y a des bonus, entre guillemets,
sur les projets qui ont un volet citoyen avec une participation à la décision, au capital, soit des collectivités, soit des gens sur les territoires, qui fait que ces projets-là se sortiront un peu favorisés, entre guillemets, dans les décisions d'attribution des autorisations ou pas. Voilà. Après, là-dessus, globalement, il y a un gros angle mort qui est que si on reste sur le domaine de l'énergie, c'est bien de développer les renouvelables, mais c'est encore mieux de développer la réduction de la consommation. Et là, on a beau se tordre les méninges dans tous les sens, c'est très compliqué à mettre en place. Et au niveau politique, au niveau des lois, au niveau gouvernement et parlement, on sent qu'il y a une résistance énorme et que les outils qui peuvent avoir été imaginés, ils ne souhaitent pour l'instant pas les mettre en place. Merci Olivier. Françoise, est-ce que tu veux poursuivre? Oui, je vais prendre la main. Donc moi, il y a 10 ans, j'étais directrice de la Fondation Pierre Rabhi. Je venais de quitter une entreprise qui s'appelle Nature et Découverte, où je trouvais qu'il n'y avait plus beaucoup de sens de mettre autant d'énergie. Et voilà. Et dans les 10 ans, moi, ce qui m'a inspiré, Olivier a cité Terre de Liens, je trouve que c'est vraiment un exemple qui est probablement pour moi un des plus inspirants des 10 dernières années, de voir ce qui était possible, ce qu'il a été possible et ce qui continue à être possible de faire au niveau on va dire, du foncier et de la possibilité d'installer des paysans et pas des agriculteurs en France. Une déception en revanche, c'est qu'au niveau de l'agroécologie, on a eu beaucoup de mal finalement à fédérer les acteurs. On s'est fait piquer le nom avec un agroécologie, avec un trait d'union grâce à Stéphane Le Foll, qui fait absolument pas du tout cette agriculture paysanne que font des millions de paysans dans le monde, pour pas dire des milliards d'ailleurs. Voilà, dans les choses qui m'ont inspiré, le film Demain m'a beaucoup inspiré et ça m'a beaucoup. J'ai trouvé très chouette, surtout parce que j'ai dû faire une trentaine de débats un peu partout en France, j'ai trouvé très chouette surtout ce que ça provoquait dans la société et cet élan, voilà, même si c'est facile de voir ce qui se passe en Islande et très décevant de voir que finalement ils n'arrivent pas à y arriver, mais bon, en tout cas, dans l'impulse de ce qu'on a pu voir. Et dans mes déceptions, moi j'ai un livre qui m'a énormément marqué, qui est un livre de Fleur Vasseur sur Aaron Swartz, qui était un lanceur d'alerte, et j'ai beaucoup pleuré en lisant ce livre. Voilà, en me disant qu'il y a des gens qui font bouger les choses un peu partout dans le monde et malheureusement, ces personnes-là ont fait tout pour les oxyre et pour même les supprimer. L'exemple de ces journalistes aujourd'hui qui se mobilisent, qui sont aussi pour moi des lanceurs d'alerte, cette femme qui s'est mobilisée contre le cahier des charges haute valeur environnementale pour les vignes et qui vient d'avoir une amende de 125 000 euros. Non mais je veux dire, c'est juste, c'est pas possible. Forcément, elle ne va pas dans l'intérêt des lobbies et dans l'intérêt de ceux qui veulent nous faire croire que. Voilà, donc ça, c'est une vraie déception pour moi, c'est de voir qu'on n'arrive pas à défendre ces gens-là et à faire en sorte qu'ils continuent à nous alerter, à nous informer, à sortir des documents des entreprises, à nous montrer. Voilà. Alors, un des grands trucs inspirants aussi, c'est quand même les Monsanto Papers. C'est quand même de voir qu'à un moment donné, on peut avoir accès à de l'info et voir qu'il y a quand même des gros méchants qui font des choses pas très jolies. Voilà. Et puis plus récemment, j'ai beaucoup aimé la mobilisation autour du pacte pour la transition citoyenne dans le cadre des élections l'année dernière. Je trouve qu'il y avait une belle dynamique. Finalement, des personnes ont pris des mairies avec des envies de faire changer les choses, hein, voilà, et ça c'est chouette. Je ne sais pas ce qu'ils arriveront à faire pour de vrai, mais en tout cas, que ce soit à Annecy, que ce soit, enfin voilà, il y a plein de communes de plus ou moins grande taille en France où il se passe des choses. Voilà. Merci Françoise. Donc, Laura, c'est ton tour cette fois. Ok, c'est compliqué, hein. Je suis désolée. Je suis désolée, ça m'est jamais arrivé. Je fais des conférences toutes les semaines pour mon boulot et voilà, vraiment, je suis sincèrement désolée. Donc, je vais me présenter rapidement. Je vais essayer d'être efficace pour rattraper tout. Donc, en gros, moi, depuis 17 ans, toute ma vie pro et perso, elle est organisée pour pouvoir bosser sur ces questions. J'ai eu une prise de conscience sur les questions climat quand j'étais étudiante. Ça m'a à la fois réveillée, terrorisée, chamboulée, enfin voilà.
Et donc là, c'était en 2004. Et alors depuis maintenant, ça c'est un peu plus large que juste climat parce que j'ai découvert qu'en fait, il y avait 9 limites planétaires et que ça allait être un petit peu plus compliqué que déjà que la question climat qui n'était pas facile. Et depuis tout ce temps-là, moi, ce qui m'a botté et où j'ai senti que j'avais un truc à apporter, c'était sur le fait de rassembler les gens autour des personnes motivées et qui avaient quelque chose à apporter sur des projets. Donc, je l'ai fait sur des statuts associatifs ou là, entreprise plus récemment. Et donc, c'était Campus du RAD quand j'étais étudiante, Réseau VRAC pour le développement des épiceries VRAC. Là, mon job de sens, du coup, aujourd'hui, pour les personnes qui ont envie de pouvoir vivre de leur engagement. Et voilà, dans la vision qui m'a fait avancer depuis tout ce temps, c'était un peu comme de dire qu'on est dans une colocation, on est tous en colocation, et que pour que ça se passe bien dans la coloc, deux points importants. C'est d'un côté qu'on prenne soin des gens qui habitent dans la coloc. Il faut que tout le monde arrive à vivre ensemble. Et en fait, on est beaucoup plus proches les uns des autres géographiquement que ce qu'on pense. Et que de l'autre côté, il y a besoin de prendre soin du coup en gros de l'appart ou de la maison, quoi. Et donc dans cette dynamique, j'ai réalisé d'abord, après avoir galéré, essayer de ramener des gens et de convaincre qu'en fait ça marchait, que c'était épuisant et que moi ça allait pas me convenir d'essayer de faire ça. Enfin, j'ai essayé mais j'ai arrêté. Et par contre, d'arriver à identifier à chaque fois que c'était possible ceux qui avaient envie. Et de se grouper avec des gens qui avaient envie pour faire différents types d'actions et sur des thématiques autour d'aussi bien l'alimentation, l'habitat ou autre. Et voilà, donc ça, c'est ce qui m'a mobilisée, on va dire, les dernières années, notamment du coup ce passage chez Zero Waste France, là où je t'ai rencontré, Guillaume, qui a été passionnant. Et donc à cette époque-là, ce que j'ai vu, c'était ces gens qui se regroupaient sur des projets et qui permettaient de faire la preuve du concept. Et pour moi, aujourd'hui, on a en fait toutes les preuves. La plupart des solutions à tous nos problèmes, elles existent. On n'est pas sur est-ce qu'on sait faire ou qu'on peut. C'est justement ça d'ailleurs qui est insupportable parce que du coup, il y a encore des gens qui attendent que la technologie nous sauve ou que le progrès, que tout ça. Merci Antoine de ton backup. Et moi, les solutions, voilà, elles existent. Il y a plein d'initiatives génialissimes qu'on voit fleurir en plus en ce moment sous le nom des licornes avec 2 O. Donc vous avez peut-être entendu parler, qui est toute une tripotée de coopératives géniales. Donc on connaissait déjà pas mal Enercop. Et du coup, on parle beaucoup ces temps-ci de RICOP. Mais en vrai, il y en a plein d'autres qui sont en train de fleurir. Il y a Télécop, il y a Mobicop, il y a Cop Circuit, puis il y a globalement tout le travail de Terre de Liens, enfin, qui sont des solutions qui sont juste fantastiques. Et en gros, pour moi, les solutions, je dis pour moi parce que c'est quand même vraiment très subjectif et je veux pas m'avancer sur quelque chose qui dépasse. Robocop, oui. Non, on a dit pas les trucs technologiques, Antoine. Ce serait du coup de regarder ce qui se fait dans les territoires. Il y a plein de gens qui ont des propositions de choses qui se font au niveau national et de manière très centralisée. Et je suis persuadée que ce qu'on a besoin de faire, c'est de mobiliser les territoires. À Paris, en Ile-de-France, c'est génial. Il y a plein de choses qui se passent. Moi, j'habite à Saint-Pierre-sur-Mer. Je suis dans le Var. Et il n'y a pas encore exactement ce dynamisme qu'on peut trouver où les gens sont plus proches. Mais il y a plein de choses qui se passent quand même. Et voilà, c'est les territoires qui sont en train de fourmiller et des initiatives comme Village Vivant sont aussi géniales pour bouger les territoires. J'ai dit. Merci Laura. Oui, moi j'aimerais, là, pendant encore 5 minutes, vraiment que vous nous donniez des exemples d'initiatives qui vous semblent intéressantes pour que le public aussi aille les découvrir. Moi, par exemple, il y en a une qui m'a beaucoup inspiré, c'est Moulineaux Compost et Biogaz, parce que quand j'ai rencontré Stéphane Martinez, à l'époque, on faisait un film et je me suis dit, ah, j'ai trouvé un restaurateur qui fait du lombricompostage dans sa cave. Donc, on va faire une vidéo. Et là, il m'a dit, tu sais, Guillaume, je m'aperçois qu'aucun restaurateur ne veut faire de lombricompost dans sa cave. Ça fait des années que j'essaye de les convaincre. Il me dit, c'était super, Stéphane, mais nous, on le fera l'année prochaine. Et finalement, j'ai dit, bon, mais en fait, la matière organique, elle rentre de Paris, il faut qu'elle sorte. Et puis, il s'est lancé. Et en fait, du coup, aujourd'hui, il a une entreprise avec des camions, des petits camions, où vraiment, et là, je vais rentrer un peu dans le détail, et c'est un petit peu ça que j'aimerais aussi que vous fassiez sur au moins 1 ou 2 exemples. C'est-à-dire que lui et d'autres personnes, parce qu'évidemment, il n'était pas seul, hein, mais je ne connais pas le nom des autres personnes.
il a vraiment pensé à beaucoup de détails, notamment le fait que les camions ne doivent pas faire de bruit, le fait qu'il faut éviter d'avoir des quais de transfert. Donc, il a fait adapter. Il y a eu beaucoup de créativité. Ils ont fait adapter une petite benne qui permette de faire des transvasements sans avoir besoin de bétonner davantage la ville, en fait. Des camions petits qui puissent se stationner facilement sur les emplacements existants, qui ne fassent pas trop de bruit, qui fonctionnent au biogaz. Et ensuite, évidemment, on pourra toujours critiquer tous les projets, hein, mais là, je suis volontairement positif, vraiment entièrement sur ce projet. Et puis finalement, il a eu beaucoup de difficultés à un moment à trouver un modèle économique. Il a, il a, comment dire, il a eu beaucoup de difficultés à trouver un lieu aussi pour pouvoir composter. Et finalement, je ne connais pas exactement le détail, mais aujourd'hui, il collecte des centaines de petits restaurateurs, des gros restaurateurs aussi. Il mélange cette matière avec des déchets verts, des espaces verts, c'est transformé. Il y a toute une partie aussi biogaz et lombricompostage. Et puis finalement, là, l'autre jour, bon, évidemment, je suis allé dans un biocoop près de Rouen et j'ai vu que le lombricompost de Moulineau était vendu en vrac dans ce. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça me donne de l'espoir. Et évidemment, ça n'est pas à la hauteur. Moi, je comprends bien le sentiment que j'entends depuis tout à l'heure aussi, c'est que de toute façon, au fur et à mesure que des choses progressent ici, les inconvénients et la destruction augmentent tellement plus vite que la bataille n'est pas du tout gagnée. Mais là, j'aimerais que vous nous donniez un exemple de déroulement de quelque chose qui s'est construit et qui vraiment vous inspire et de donner donc un petit peu plus de détails. Moi, si je survole comme ça, j'ai vu aussi l'initiative Quel bon goût qui arrivait en disant bon, il y en a marre que le bio ou que le local soit toujours trop cher et donc qui ont commencé à ouvrir une boutique et maintenant ils sont à 5 boutiques et ils ont travaillé, je sais, notamment beaucoup l'itinéraire pour que vraiment, quand un camion se déplace, il se déplace jamais à vide, il collecte sur son trajet et ils reviennent aussi avec des déchets. Euh, je pense aussi, par exemple, au marché sur l'eau, hein, qui fait de la livraison, de l'approvisionnement de Paris en maraîchage et qui repart à plein et qui essaye aussi d'améliorer la source d'énergie utilisée pour la péniche. Donc voilà, je vous rends la parole. Après, le vélo aussi, moi je trouve que vraiment il se passe plein de choses sur le vélo. Non, le vélo à l'échelle individuelle, mais évidemment le vélo aussi pour faire des déménagements comme carton plein, pour faire là, les entreprises à vélo, le développement du vélo dans Paris, on le voit, la réparation de vélo, vous pouvez faire réparer votre vélo en bas de votre immeuble. Vous avez des services comme ça, des gens qui se déplacent à vélo pour réparer votre vélo. Ça, il n'y avait pas ça il y a 10 ans. Donc ça, je trouve ça vraiment très positif. Donc je vous rends la parole avec l'idée que vous pourriez nous détailler un ou deux projets comme ça dans sa construction, dans son évolution. Oui, je veux bien prendre la parole, rapido. J'ai 2 projets dont je voudrais parler. Il y a le réseau VRAC à Lyon, qui est un réseau d'achat en commun, où l'idée, c'est que des produits bio de qualité, de saison, locaux, et cetera, ne soient pas accessibles qu'à une clientèle, qui peut se le permettre et donc de rendre accessible, sans marge, ce genre de produits à des populations qui habitent dans des quartiers défavorisés. Aujourd'hui, ils l'ont étendu également à des étudiants. Donc, il y a des versions de vrac étudiantes. Donc, je trouve ça absolument passionnant. Dans le même esprit, il y a le réseau des épiceries participatives qui a été créé fin 2016 par Alain Poulet, pas Poulet, je me souviens plus de son nom de famille. Lui, il avait vu quelque chose en Amérique du Sud, je sais plus quel pays, et en fait, voilà, on est sur un système d'associations et de consommateurs qui finalement se regroupent pour acheter avec une vente sans marge. Voilà, donc on est à nouveau sur quelque chose de très inspirant. Moi, j'ai beaucoup d'admiration aussi pour ce que fait l'entreprise Procheco dans le Nord, qui était dans le film Demain. Il y a vraiment un concept d'économie, c'est-à-dire comment, à l'échelle d'une entreprise, on peut arriver à concilier des innovations écologiques avec des économies. Voilà, et montrer comment finalement on peut à la fois gérer, produire, rendre à la nature et faire un métier propre voilà, tout en restant en activité, même si c'est pas toujours évident. Voilà, c'était les 3 initiatives que j'avais à l'esprit, là. Merci Françoise. Laura?
Comme je vous les ai cités un petit peu tout à l'heure, du coup, quand je me présentais, notamment les licornes, des initiatives comme RICOP qui vont réanimer des vieilles lignes de chemin de fer qui ne servaient pas, notamment là, le but c'était de relier Lyon à Bordeaux pour éviter d'avoir à passer par Paris, c'est quand même assez génial. Et des lignes de train de nuit qui permettraient du coup globalement à chaque fois à des gens de se déplacer plus lentement. Je pense qu'accepter la lenteur, c'est une des choses qu'on a importantes. Mais dans ce monde ultra connecté, quand j'ai pas de réseau, que j'ai pas de wifi, c'est une galère, comme vous le voyez. Et sinon, j'adore aussi tout ce qui est conserverie artisanale, parce que quand on parle de maraîchage, c'est génial. L'été, c'est la folie. Et puis, du coup, l'hiver, on est quand même toujours là avec nos patates, nos choux et nos poireaux. Et d'arriver à conserver pour tous, du coup, en local, des produits pour se nourrir toute l'année, je trouve que c'est un grand pas. Et du coup, il y a des conserveries artisanales qui se développent dans toute la France. C'est aussi un moyen de pouvoir éviter d'avoir du gaspillage alimentaire parce que tout va mûrir un peu vite et donc ça permet vraiment de garder toute cette matière qu'on a mis tellement d'énergie à la fois humaine et en termes de ressources, de matières premières à fabriquer. Donc, il ne faut pas en perdre une miette, quoi. Moi, je sais qu'Antoine est très sensible au gaspillage alimentaire, donc je fais ce rebond. Olivier, là, je vais enchaîner. Je vais juste un petit commentaire qui a tendance, moi, comment dire, me contrarier un petit peu. On dit, par exemple, à juste titre, mais la bio, c'est trop cher, etc., etc. En fait, je pense que dans les messages qu'il faut qu'on fasse passer, c'est qu'il y a des choses, ça a des prix ou ça a un temps de fabrication qui est incontournable et qui est non réductible. Et pour mémoire, dans les années 70, un ménage moyen consacrait 25% de son salaire à s'alimenter. Aujourd'hui, c'est 11%. Donc je pense qu'il faut aussi réhabiliter certaines choses dans la tête, dans la culture des gens. Et si on si on remonte plus loin, un homme préhistorique passait 2 à 3 heures par jour pour s'alimenter. Donc grosso modo, un quart ou un tiers de son temps effectif travaillé, entre guillemets, si toutefois on peut avoir une notion de travail à la préhistoire, à trouver et à pouvoir s'alimenter. Donc moi je pense qu'il faut parfois arrêter de vouloir aménager à la marge les trucs pour rendre accessible tout et juste mieux répartir et remettre en cause le système global, répartir les richesses pour que cette notion d'alimentation soit accessible à tout le monde et pas réservée à quelques privilégiés. Voilà. Alors sinon, au niveau des projets positifs, moi, il y a deux choses qui m'ont aussi beaucoup marqué, deux victoires qui sont symboliquement très fortes. C'est la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ça faisait quelque temps que beaucoup de gros projets arrivaient à passer et que l'État appliquait son rouleau compresseur. Je pense par exemple à la Vallée d'Aspe il y a 20 ans, où on n'a pas réussi à faire capoter un projet de tunnel qui est un fiasco aujourd'hui. Notre-Dame-des-Landes, c'est un marqueur psychologique pour les luttes parce que avec une diversité, des écolos très engagés, des paysans, tout ce petit monde-là qui a autant de cultures différentes, parfois ça a été tendu dans les négociations sur les modes d'action, etc., a fini par gagner. Et ça veut dire que sur des gros points noirs d'aménagement ou autres, quand on met en œuvre de l'intelligence, quand on met de côté les égos, on est capable, avec nos différences culturelles et nos différences de cercle de vie, de faire alliance pour gagner des choses. Donc ça redonne de l'espoir. Et je pense que c'est assez significatif dans le sursaut de regain qu'on a autour des causes qu'on défend aujourd'hui. Une autre chose, c'est la Convention citoyenne, où on voit que le gouvernement aujourd'hui s'est pris les pieds dans le tapis et ne cesse de détricoter et de minorer l'importance de ce truc-là. Mais moi, ce qui me satisfait, c'est que des gens lambda, qui n'ont pas du tout la culture écolo, sont devenus écolos, si ce n'est autant que nous, voire plus. Parce que dès qu'on s'adresse à l'intelligence et qu'on donne les moyens aux gens de se pencher sur les problématiques
et qu'ils peuvent se les approprier, on arrive tous, tout le temps, et de manière systématique, au même constat. Donc c'est comment, maintenant l'enjeu c'est comment passer à une étape surdimensionnée de tout ça, quoi. Comment faire en sorte que culturellement on arrive à faire passer ces idées-là et que les gens se les approprient et retrouvent le temps de réfléchir à tout ça, parce qu'on arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps au même constat, aux mêmes évidences, et ça donne envie de se mettre en action. Et on voit que les gens de la Convention citoyenne, pour certains, étaient très loin de tout ça. Aujourd'hui, ils sont convaincus et certains ont même changé de boulot, ont radicalement changé leur mode de vie. Après, pour être beaucoup plus concret, si je reprends énergie partagée, c'est un vrai succès. Je vais en citer un qui s'appelle Enercitif, qui est un collectif citoyen qui a créé sa coopérative maintenant sur Paris et qui aujourd'hui installe des toitures solaires sur des gymnases, sur des écoles, enfin voilà, tout un tas de. Et Paris, c'est peut-être l'endroit où c'est le plus compliqué de développer des énergies renouvelables. Donc ça montre que même dans des environnements très hostiles, très complexes, on peut y arriver. Et voilà. Et maintenant, ils sont dans une certaine routine, c'est-à-dire qu'ils ont acquis les compétences juridiques, économiques, techniques. Et maintenant, ils passent beaucoup de temps à communiquer et à continuer de convaincre la collectivité, Paris et autres, de pouvoir continuer à récupérer du foncier toiture pour pouvoir installer plus de panneaux solaires. Donc voilà, nul n'est tenu à l'impossible, mais malgré ça, on est capable de faire des trucs totalement fabuleux. Merci Olivier. Bah, moi, dans les exemples qui me plaisent beaucoup, je vais faire une mini introduction. Il y a un gamin dans mon village, il vient me proposer un peu tout le temps de jouer à Mario Kart, sa passion. Et à chaque fois, il me donne la manette pourrie, et donc il gagne. Et en fait, j'ai l'impression, pour reprendre un peu ce qui était dit avant, c'est que si on se contente aussi de jouer avec les cartes qui nous sont données en main par le système établi, on va continuer à perdre en fait. Parce que le constat là des 10 ans sur des données scientifiques sur l'érosion de la biodiversité et le réchauffement climatique, on a perdu, mais genre pas qu'un peu en plus, hein, c'est genre à plat de couture. Et j'aime bien cette idée, moi aussi, il y a la date de Notre-Dame-des-Landes, mais il y en a plein, et notamment là, il y en a une à Dijon, ça s'appelle les Lentillères. Et bon, je vous invite à aller voir si vous passez par Dijon, mais ils ont aussi un site. J'en profite pour dire aussi que j'ai mis plein de références, et il y a des livres, des ouvrages, des textes qui ont été partagés sur le chat. Et j'invite aussi, du coup, je sais qu'il y a des gens super là dans la salle. J'ai vu Sylvain, j'ai vu que la caméra, il y a plein de gens vachement calés. Donc, à pas hésiter à partager leurs références aussi sur le chat. Bon, bref, cette ZAD qui s'appelle les Lentillères, ils se sont dit, bah, en fait, il faut changer même le PLU. Parce qu'aujourd'hui, nous, on réclame que dans les PLU, il y ait eu des zones d'écologie communale, d'écologie avec un S, pour prendre soin des communs, où ils repensent carrément l'outil d'urbanisation, l'urbanisation qui est quand même un gros paquet qui est souvent invisible aux yeux des citoyens, parce qu'on se concentre sur les pailles plastiques, tout ça, mais la plupart du tonnage des déchets, hein, c'est lié au BTP. Et donc, eux, ils proposent carrément de changer la manière dont la loi fonctionne en proposant, et notamment au niveau des communes, de repenser les zonages et ce qu'on peut faire sur ces différents zonages. Donc moi, c'est quelque chose en effet, qui m'a beaucoup marqué, la possibilité d'autres manières de vivre qui soient non seulement intéressantes écologiquement, mais qui en plus sont vachement sympas. Ça, c'est ce que j'avais pu expérimenter avec Disque Souple, c'est que le changement, au-delà du fait qu'il soit urgent et nécessaire, il peut être vachement profitable. C'est le nombre de liens, enfin, c'est incroyable. Les gens, ils vont au Hyper Café parfois pour rencontrer des gens. J'avais des amis qui venaient au Disco Soupe pour pécho, pas du tout pour cuisiner. Et donc, en fait, voilà, c'est ce constat aussi, c'est que donc, pas forcément jouer selon les règles, les outils qui nous sont donnés, prendre conscience en fait que sur pouvoir toucher du doigt que ces changements, au-delà du fait qu'ils soient nécessaires, ils sont puissants et ils sont conviviaux. Il y a un autre exemple que je trouve pas mal, qui dit pas beaucoup son nom, mais par exemple sur le Bon Coin, ça marche bien en fait selon le RAP, qui est un institut d'études en Angleterre. Le réemploi, c'est ce qu'il y a de mieux en fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Et en plus, sans faire de mauvais jeu de mots, le réemploi, c'est des emplois non délocalisables,
qui sont locaux, qui permettent souvent à des gens en insertion. Et il y a eu quand même pas mal de structures de réemploi qui ont continué à fonctionner, qui se sont développées, parfois digitalisées comme Back Market. Et ça marche super bien. Un autre exemple que j'avais sur le bout, j'avais préparé, puis je l'ai oublié. Ah oui, c'est ça. C'est le Low Tech Lab. Donc, moi, ce que je trouve, c'est que c'est une très belle communauté de gens qui ont envie de développer des techniques qui soient conviviales, hein, au sens d'Illich, dans le sens où c'est des techniques qui sont accessibles à toutes et tous, qui se basent vraiment sur les matériaux qu'on a à volonté tout près et qui entraînent une plus grande sobriété. Et moi, ce que je trouve génial, c'est que malheureusement, les ingénieurs ont souvent été les fers de lance de l'urbanisation, de la robotisation, de la consommation à outrance. Et grâce, en gros, à ce gars-là, Corentin, mais c'est la figure emblématique, mais ils sont nombreux et nombreuses à faire des choses extraordinaires. En fait, il y a toute une génération de jeunes diplômés qui ont envie de mettre leur ciboulot, pas au service de grandes marques qui vont faire n'importe quoi, mais pour s'amuser à repenser complètement notre rapport à la technique et au monde. Donc, moi, je trouve que c'est une initiative qui est vachement bien et j'ai mis du coup là-dessus une lettre ouverte qu'une journaliste a écrite qui s'appelle Célia Izoard, qui montre, enfin, qui incite du coup les ingénieurs à arrêter de mettre comment dire, leurs compétences au service de projets destructeurs. Donc voilà, moi, mes trois initiatives, ce serait vraiment la massification du réemploi, l'ouverture de champs des possibles grâce aux ZAD et grâce au Low Tech Lab. Merci beaucoup, Antoine. Alors, j'en profite pour dire que oui, en retour de mail, suite à cette table ronde, j'enverrai un mail à toutes les participantes et participants avec une liste bibliographique qui sera prise dans le chat, mais qui a aussi été préparée en amont. Si en effet vous voulez partager des références de projets ou de livres ou de vidéos, n'hésitez pas à les mettre dans le chat pour que je puisse les repartager avec l'ensemble par retour de mail. Comme tu parlais de la massification du réemploi, moi je pense aussi à une autre initiative qu'on a vu se développer beaucoup, c'est co-recyclage, avec Renaud Attal notamment. Et donc j'en parle là pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Donc il y a plusieurs volets. Il y a le volet un peu un Le Bon Coin gratuit où on peut tout simplement mettre ses produits en ligne, c'est des choses dont on ne se sert plus pour que d'autres puissent les récupérer. Mais il y a aussi le volet en fait entreprise, c'est-à-dire que Corecyclage va facturer des déménagements à des entreprises, des entreprises qui se séparent de leur mobilier assez fréquemment. Et en temps réel, en fait, va les redistribuer sur des associations, des projets qui se montent, qui n'ont pas de sous et qui ont besoin de mobilier. Et c'est comme ça qu'un jour, nous-mêmes, mairie de Paris, à un moment, on se débarrassait de nos chaises, de quelques chaises, on se débarrassait d'une dizaine de chaises. Et puis ensuite, j'étais au grand voisin, et puis j'étais invité chez quelqu'un, j'arrive, et là, je m'assois sur la chaise qui avait été déménagée 10 jours plus tôt chez nous. Et donc là, le circuit avait bien fonctionné. Corecyclage, c'est aussi, si vous êtes à Paris, c'est aussi ce qui se cache derrière quand vous jetez les encombrants et que vous appelez la mairie de Paris, vous allez sur le site de la mairie de Paris, vous avez une étiquette qui vous est donnée pour gérer vos encombrants, mais ensuite, si vous descendez, il y a une phrase, si vous pensez que votre objet a encore de la valeur et peut être réutilisé, et là vous cliquez, et là vous arrivez en fait, et ça contacte Corecyclage, et du coup, les produits ne seront pas emmenés en déchetterie, mais seront redistribués. Laura, tu nous as pas beaucoup parlé de job de sens. Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans le job de sens? Qu'est-ce qui m'inspire le plus dans le job de Oui, sens? bah pourquoi tu le fais en fait? Comment Ah, ça s'est passé cette histoire-là? comment ça s'est passé? Alors, en gros, entre 2012 et 2017, je travaillais chez Zero Waste France et mon métier, c'était d'aider des gens qui voulaient monter des projets qui permettaient la réduction des déchets, donc sur la question soit du vrac, de la consigne, des couches lavables, du compostage. Donc, j'ai notamment pas mal travaillé avec Stéphane Martinez de Moulineau dont tu parlais tout à l'heure, dont le but était de pouvoir faire en sorte de répliquer ça ailleurs. Et donc, pendant ce temps-là, il y avait des porteurs de projets, mais il y en a plein qui me disaient, en fait,
j'ai moins envie de monter un projet que de juste trouver à quoi je vais contribuer 7 heures par jour. Voilà. Mais je veux pas forcément monter une activité, un business, quoi. Voilà. Et donc des gens comme ça, il y en avait de plus en plus. Parce qu'au final, des porteurs de projets, on avait entre, je sais pas, 200 et 500, donc les années où ça a commencé à se développer. Et puis du coup, il y en a plein qui me disaient, mais voilà, par contre, j'ai pas d'interlocuteur aujourd'hui. Pôle emploi, enfin, quand je leur parle de ça, ils ne comprennent pas. J'ose pas en parler à mes proches parce qu'ils me disent quoi, tu vas quitter ton job. Je sais pas où trouver des infos, je sais pas quoi faire. Moi, j'ai bossé 10, 15, 20 ans dans l'assurance, dans la grande distribution, dans un bureau ou alors dans un magasin. Enfin, juste, qu'est-ce que moi, je peux faire pour contribuer à un monde meilleur, en gros. Et donc à ce moment-là, ça faisait déjà un bail que je bossais sur ces questions-là et que je rencontrais plein de gens qui eux aussi faisaient ça, mais sur des métiers très variés, donc dont plein de choses qu'on a citées depuis tout à l'heure, de structures très chouettes. Et je me suis dit, mais en fait, comment on passe de l'un à l'autre quand du coup on a un métier traditionnel, comment on sort de là? Et parce que c'est difficile, ça demande, est-ce qu'on refait une formation, comment est-ce qu'on accepte de baisser son salaire éventuellement, et comment on trouve où est-ce que nous on va avoir une valeur ajoutée. Et donc après avoir pris entre 50 et 100 cafés avec des personnes qui se posaient des questions là-dessus, ça a fait mûrir le truc et je me suis dit mais faut qu'on les aide en fait, il faut qu'on structure ça. Et mon job de sens, c'est maintenant le bilan de compétences pour les métiers à impact, en gros. Donc on a pris des personnes justement qui venaient de la transition de ces métiers-là et qui avaient eux-mêmes fait une transition professionnelle, qui sont devenus, qui font du coaching professionnel parce que c'est un vrai métier. Il est enregistré au RNCP, le registre national des métiers. Parce que ça s'improvise pas, parce que c'est pas juste des outils de développement personnel et c'est pas juste, c'est très complexe parce que en vrai il y a une grosse dimension qui est au niveau du ventre dans les tripes, une autre qui est sur mon Dieu mais éco-anxiété totale, comment est-ce que voilà, et donc il y a des questions qui sont plus larges et qu'il faut savoir accompagner correctement. Parce que quand tu as quelqu'un qui arrive, qui est en burn-out et qui te dit « j'ai déjà fait une tentative de suicide », ça s'improvise pas en fait. Et c'est là que tu es content d'avoir fait une vraie formation pour savoir accompagner des situations. On a une responsabilité vis-à-vis des gens. Donc, on fait un vrai métier pour accompagner des gens qui veulent faire un vrai métier aussi. Et donc, dans notre équipe, il n'y a que des gens qui viennent de l'économie sociale et de la transition. On a un ex-ingénieur du ministère de l'écologie, justement, comme du coup, la responsabilité des ingénieurs est importante. On a l'ex-DRH d'Emmaüs France. On a l'ex-directrice du magazine Alternative économique. On a une personne qui bossait chez MySesame qui accompagnait des grosses boîtes à faire des changements à l'intérieur. Et moi, du coup, je vous ai raconté mon parcours avant. Donc voilà, mon job de sens, c'est vraiment ça. C'est de se dire qu'il faut qu'on soit plus nombreux et tout le monde, en fait, tous ceux qui veulent. Donc voilà, arriver à accompagner des transitions de vie, mais qui peuvent donner des solutions finales qui sont hyper variées. Il y a des gens qui deviennent un site parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils ont envie de pouvoir aider sur les questions d'éducation. Il y en a qui se forment qui passent du marketing digital à la rénovation énergétique des bâtiments. Il y a de tout. Voilà, donc chacun sa vie, mais le but c'est de trouver justement ce qui fait qu'on se lève le matin. C'est pouvoir vivre de son engagement en fait. Voilà. Merci Laura. Antoine et Françoise, vous n'avez pas beaucoup parlé du coup des projets dans lesquels vous êtes investis actuellement. Je vous invite à en parler un peu plus, partager un petit peu plus ce que vous faites en ce moment. Françoise, alors, tu choisis, parce que je sais que tu as plusieurs engagements, mais donc tu choisis. Est-ce que c'est on passe à l'acte? Est-ce que... En effet, donc il y a cette collection de livres dont je m'occupe, qui est sortie chez Actes Sud, qui s'appelle Je passe à l'acte, qu'on a lancé en mars 2017, on va dire une année après la sortie du film Demain, pour accompagner ces citoyens un peu partout en France qui voulaient, comme des modes d'emploi, on va dire, écrits par des personnes de terrain qui sont eux-mêmes passés à l'acte et qui partagent finalement comment on y va et puis comment surtout on continue, parce qu'il y a des moments, et donc il y a la 5e partie que j'adore qui est tenir bon, parce que je dis souvent en rigolant, c'est facile d'aller à la piscine en septembre, le 15 novembre il y a déjà vachement moins de monde, c'est déjà beaucoup plus cool. Voilà, donc ça c'est un des projets qui me tient à cœur, et l'autre bien entendu c'est l'association Terre et Humanisme qui a été créée il y a 27 ans par les amis de Pierre Rabhi et qui a pour ambition de
promouvoir l'agroécologie. Alors pas, on va dire en termes de plaidoyer, mais c'est une action de terrain qui, en France, avec par exemple Habitat et Humanisme, a un certain nombre d'actions dans une quinzaine de villes à destination de populations défavorisées, soit de gens qui ont été socialement en grande difficulté, soit des migrants, soit des femmes seules avec enfants, voilà, enfin, des personnes dans tous les cas qu'on souhaite, on va dire, reliées à la nature, reliées au vivant, et quoi de mieux que par le jardin et la question de l'alimentation. C'est également des projets, beaucoup de projets en Afrique où on a beaucoup de partenaires en fait et d'associations de paysans qui sur place transmettent l'agroécologie, continuent à œuvrer pour la souveraineté et la salubrité alimentaire, c'est-à-dire être capable de se nourrir, nourrir sa famille, et puis si au mieux on peut nourrir un village ou aller un peu plus loin, c'est aussi super. Voilà, à 15 toi minutes. Antoine. Donc, oui. Ouais, je mange des noix en même temps. Alors là, c'est peut-être la fin parce que du coup, les terrasses réouvrent. Donc, il y a beaucoup moins de gens qui sont prêts à passer du temps sur Zoom. Merci à celles et ceux qui sont quand même venus aujourd'hui, sans doute à cause de la pluie. On avait fait des programmes de mobilisation citoyen pendant le Covid, en gros, pendant les Quand confinements. tu dis on, tu parles de Make Sense? Ah, mais ouais, je travaille chez Make Sense. Et en gros, ce qu'on a essayé de faire, c'est que d'aider les gens à mieux comprendre les enjeux. En fait, on se rend compte, à un moment, je disais, on est un peu, pas tombé des nues, mais on est un peu revenu de cette illusion que on pourrait changer le monde avec une multitude de petites initiatives solidaires. En tout cas, c'est quand même nécessaire. Et en fait, ce qu'on pense chez Make Sense, c'est que, en tout cas, c'est important de faire des actions collectives. Comme je disais, parce que c'est convivial et que tout seul, on s'épuise. Moi, j'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs et en fait, 3-4 ans après, ils sont crevés. Ils sont crevés. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi parfois de rejoindre des aventures collectives plutôt que de vouloir toujours avoir ce syndrome du sauveur. Bon, ça fait la une des journaux pendant 2-3 ans, mais c'est pas ce qui te fait bouffer et ce qui t'apporte forcément de la satisfaction et du bien-être sur le long terme. Donc, on mettait les gens par petites promos de 15 avec une animatrice ou un animateur bénévole. Et en fait, on les aidait à prendre conscience en groupe de certains enjeux et surtout de faire le premier pas. Donc, il y avait des gens qui connaissaient rien et qui commençaient à s'intéresser. Et au-delà de regarder un film et de se dire oh là là, dis donc, ou alors de passer sa journée à regarder des vidéos sur YouTube et à pester contre les méchants capitalismes et les gens qui font rien, l'idée c'est de regarder autour de chez soi quel est le premier pas que je peux faire. Le pari, c'est que quand tu as fait un premier pas, bah, tu as commencé à aller, si tu vas au marché, par exemple, commencer à regarder les marques un peu moins pires ou peut-être tester une AMAP ou une ruche qui dit oui. Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est que ce premier pas emmène vers un autre pas et que c'est grâce au fait de fonctionner aussi par groupe, où on peut discuter, présenter ses difficultés. En fait, le changement et la transition devient plus large parce qu'on sort aussi de ses préoccupations uniquement personnelles. Ça permet d'élargir ses horizons et de se sentir entouré. Donc, on a animé, voilà, et je crois qu'il y a presque 10 000 personnes qui ont suivi un programme de 1 semaine à 10 jours ou sur des thématiques diverses. Mais là, on va parler d'écologie, mais par exemple sur le climat ou moi, ce que j'animais sur l'alimentation. On a fait faire le prochain pas à plusieurs milliers de personnes. J'appuie vraiment sur cette dimension collective. Le développement personnel, c'est super. Moi, j'ai fait des stages de CNV, de gna gna gna, Ikigai et tout ça. Moi, mon gros apprentissage sur les 10 ans, et je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment progressé là-dessus, enfin, que le monde ait vraiment progressé là-dessus, mais il y a une étude de Carbone 4 qui est sortie quand même, là, il y a 1 an et demi, qui a été faite par Alexia Soyeux, qui montre en fait que même si on empile les éco-gestes, qu'on a des brosses à dents en bambou et qu'on se torche recto verso, ça change de rien. Et qu'en gros, on baisse quoi? Même si on fait tous les éco-gestes, on gagne quoi? 25%, 30% sur notre empreinte carbone, il faut qu'on baisse de 80%. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'encourager les mouvements dont on a parlé, qui sont des aventures collectives, rejoindre une structure qui existe déjà, se mobiliser politiquement à l'échelle d'un territoire pour faire changer les choses. Parce qu'en fait, sinon, en fait, c'est un peu le triomphe du libéralisme, quoi, cette espèce de logique que la somme des égoïsmes individuels fait le bonheur particulier. C'est un peu la doctrine du libéralisme. Ça a été un peu transformé, ça devient l'homo ecologicus, mais que reste bien dans ton coin, tout seul, isolé,
temps en temps, tu vas au supermarché, tu achètes des produits un peu moins pires. Mais je pense que ça, c'est non seulement néfaste, mais c'est même dangereux de tenir un discours qui fasse que, en gros, on peut se contenter de faire des gestes individuels. Donc vraiment, en tout cas, moi, ce que je pense et ce qu'on a essayé de faire avec Make Sense, c'est de transformer, même si c'est un premier pas, de faire que ce premier pas soit collectif. Ça permet d'aller plus loin et de pouvoir un peu changer les choses un peu plus quand même à la fin. Merci Antoine. Olivier, tu avais déjà évoqué énergie partagée, mais si tu veux rajouter quelque chose pour que les gens comprennent bien ce qu'est énergie partagée et comment on peut participer à cette aventure, est-ce que tout le monde peut participer à cette aventure énergie partagée ou est-ce que c'est réservé à certaines personnes? Alors si je blague, c'est réservé à une élite? Non, pas du tout. C'est réservé à des gens qui ont envie. Il y a plusieurs moyens d'intégrer cette dynamique-là. On peut être, entre guillemets, simple actionnaire, comme dans Terre de Liens. Donc, Terre de Liens en prend des parts pour que Terre de Liens puisse racheter des terres agricoles. Nota bene, Terre de Liens est la première ferme de France aujourd'hui, hein, en surface agricole. Donc, on peut prendre des actions à énergie partagée qui sont investies dans des projets d'énergie renouvelable portés par des citoyens. Et après, on peut aussi se dire, chez moi, autour, dans les villages qui m'entourent, dans mon quartier ou ma ville ou ma communauté de communes, je vais initier un projet d'énergie renouvelable. Donc, je vais chercher des petits copains autour de moi, on va monter un groupe. Souvent, on monte une association de préfiguration qui va permettre d'avoir de la visibilité. On va commencer à chercher des toitures, on va se renseigner sur les aspects techniques, juridiques, etc. Je passe les détails. Et puis, ben, un jour, on est au pied d'un immeuble, d'une école, que sais-je, d'un gymnase, et on a le ruban à couper avec monsieur ou madame le maire parce qu'on a installé 50 kilos, 500 kilos, 1 méga de panneaux solaires dans son coin. Et on en est propriétaire ou copropriétaire à plusieurs dizaines, centaines de personnes. Et donc, on choisira, parce que ça, l'énergie est revendue, on va en tirer entre guillemets des bénéfices, mais là où c'est assez magique, c'est que les bénéfices, c'est pas pour nous. Les bénéfices, souvent dans les coopératives, elles sont réinvesties dans d'autres projets ou celles qui commencent à avoir un peu une taille respectable, dans des projets d'économie d'énergie. Je vais vous citer un exemple. Bégawatt, premier parc éolien citoyen de France, 4 machines, qui doit fêter son 5 ou 6 anniversaire de fonctionnement. Et ben eux, dans leur budget, ils ont intégré le fait qu'ils devaient financer un poste à mi-temps de conseiller en économie d'énergie pour leur territoire parce que les collectivités là-bas, elles s'en foutaient complètement et qu'il n'y avait pas ce genre de personnes à disposition des gens qui voudraient faire la rénovation de leur habitat, de leur entreprise, de leur et donc, ils ont financé un poste, voilà. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont démarré des travaux dans leur maison avec un souci de qualité et de performance grâce à cette personne qui fonctionne sur base d'un salaire qui lui est versé par les dividendes, entre guillemets, perçus par la coopérative citoyenne du coin. Voilà. Donc coopérative montée par un collectif et financée aussi par un collectif. Financé par ces personnes-là, avec l'appui d'énergie partagée, qui est, on va dire, la grosse poche nationale dans laquelle tout le monde peut abonder et qui vient compléter, on rentre dans des termes techniques un peu, mais les fonds propres de la coopérative qui, du coup, lui permet, alors aujourd'hui, on n'arrive pas à s'en passer, mais c'est comme ça, on va chercher de l'argent auprès des banques, alors on sélectionne les banques les plus vertueuses pour pouvoir boucler le montage financier et l'investissement. Et ensuite, ben voilà, on rembourse ces différents acteurs, les banques, etc. Mais en même temps, on dégage des petits bénéfices qu'on réinvestit localement. Et à terme, une fois qu'on a fini de rembourser ça, ben là, c'est jackpot, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que on dégage plus de bénéfices. Donc là, du coup, on se projette à 15-20 ans. Ce qu'on fait généralement, c'est on réaméliore les installations en place. Donc, on va changer soit les turbines, soit des trucs comme ça.
Mais du coup, c'est beaucoup moins cher et la coopérative est encore plus profitable et donc peut développer encore plus de projets. Mais là, c'est, on va dire, l'application vertueuse de ce que pourrait être le grand mantra du capitalisme, quoi. Merci Olivier. Alors, Et j'en pardon, profite. Oui, j'oubliais parce que souvent ça peut chagriner les esprits. Dans les fondations d'énergie partagée, il est dit qu'une chose, c'est oui, c'est bien de développer des énergies renouvelables parce qu'il faut se débarrasser des fossiles, fissiles, charbon et autres. Mais la première source d'énergie à développer, et la moins chère, et la moins polluante, et la plus vertueuse, c'est les économies. Et en fait, on s'inscrit dans la ligne de pensée négawatt. tu veux nous parler de négawatts un petit peu? Rapidement? Enfin, rapidement. Bah Essayer alors moi, pour respecter. il se trouve qu'à titre perso, je vis avec une personne qui est une des mamans d'Enercop et une des mamans de Négawatt. Tout ça, ça vient en fait, il y a des filiations, hein. On pourrait un jour s'amuser à faire de la généalogie des initiatives et de voir d'où ça vient, mais c'est pas forcément très intéressant. En fait, il y a une communauté de pensée qui développe plein d'outils autour de l'énergie, parce que c'est bien de théoriser, mais c'est bien de mettre en action. Et un des acteurs essentiels de ça, c'est Negawatt, qui est un regroupement d'énergéticiens, qui un jour en a eu marre des scénarios de croissance énergétique infinie qui étaient proposés par les différents acteurs, que ce soit EDF ou autres, en disant il faut renforcer les réseaux parce qu'on va développer nos consommations et de toute manière c'est comme ça et c'est le monde qui veut ça, etc. Blablabla. Et eux ont sorti un scénario, leur premier scénario il y a 15 ou 16 ans maintenant, qui d'ailleurs a été publié par Actes Sud, hein, qui disait eh ben, on peut atteindre une trajectoire zéro carbone, 100% renouvelable pour tous les usages. C'est-à-dire aussi bien l'électricité, ce qui paraît le plus simple, mais aussi les déplacements, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu complexe et la présentation du scénario en elle-même, elle prend plus d'une heure et demie. Et donc ils ont théorisé ce truc-là qui a été une espèce de déflagration dans le monde de l'énergie parce que eux avaient comment dire une légitimité de par leur travail à porter ce truc-là, qui a notamment beaucoup influencé, y compris dans les plus hautes sphères, et obligé certains comme Total, EDF à revoir leurs copies dans les scénarios qu'ils sont obligés de proposer régulièrement à l'État pour travailler sur les investissements de maintien des réseaux et autres. Je passe les détails. Mais du coup, Negawatt a fait ce Big Bang dans le monde de l'énergie français, a prouvé qu'on pouvait être sur une autre trajectoire. Ça a été repris par l'ADEME, ça a été repris, confirmé par des études financées par l'ADEME et d'autres organismes. Donc voilà, là, on est en train d'établir une nouvelle culture et même les dominants sont obligés de s'aligner et de reconnaître ça. Alors après, ils disent que oui, mais ils temporisent, enfin bref. Derrière, ça a donné naissance à Enercop, première coopérative citoyenne de production et de fourniture d'énergie, auquel tout le monde peut prendre son compteur électrique et demain son compteur gaz. Ça a donné la création de qu'on appelle Doremi, qui est un programme ambitieux de rénovation de l'habitat, avec la formation des artisans pour travailler sur de la qualité, sur un bon enchaînement des interventions des uns et des autres, de manière à ce qu'on ne se retrouve pas avec une passoire, malgré le fait qu'on ait rajouté 20 cm de laine de bois chez soi, mais ça a été tellement mal fait que finalement, avec typiquement l'exemple de l'isolation à 1 euro, voilà, on se retrouve avec des trucs totalement aberrants. Voilà, ça a créé tout un tas d'outils et Enercop, énergie partagée, est aussi né de tout ce fourmillement et ce sont des outils très pratiques qui sur la production, qui sur la rénovation du bâti en définissant des nouvelles normes, qui sur la fourniture, voilà. Et tout ça, pour mémoire, est issu de grosses ONG environnementales qui, à un moment donné, on ne va pas les citer, ont mis un peu des moyens, du temps salarié, en disant comment on crée des alternatives pour pas être que dans l'opposition et la dénonciation, le shame and name, mais dans la création concrète d'alternatives. Et si on prend le volet paysan, bio, culture, etc., ben, c'est d'autres ONG qui travaillent là-dessus, qui ont donné lieu. Donc, il y a Habitat et Humanisme, il y a Nature et Progrès, etc.,
qui ont créé Terre de Liens, enfin voilà. Et on est toujours dans cette filiation et ce maillage. Et ça, c'est assez génial, en fait. Ça va pas forcément assez vite, mais c'est assez génial. J'ai dit. C'est vrai qu'Antoine parlait d'un pas, un pas en amène à un autre. C'est vrai à l'échelle individuelle, c'est vrai à l'échelle collective, et c'est vrai à l'échelle des projets aussi, hein. C'est vraiment le sentiment que j'ai de ce que j'observe. Et même les projets, des fois, qui s'arrêtent, en fait, donnent naissance à autre chose qui est peut-être plus pertinent ensuite. Il est 13h46. J'aimerais qu'on poursuive ou qu'on termine avec ce que vous pourriez conseiller en fait à tout un chacun de savoir où mettre son énergie. Voilà, parce que c'est vrai qu'on peut être bon, soit découragé, soit on ne sait pas en fait, il y a trop de choses. Euh, Alors j'en profite moi du coup pour remercier. Alors, je remercie Eva, qui est ma collègue, qui est certainement en ligne, mais qui reste invisible et qui organise depuis quelque temps, depuis le confinement en fait, hein, des conférences appelées pauses durables. Et la prochaine est sur les sciences participatives. Alors moi je trouve que c'est un beau moyen de se relier aussi à ces questions de, de mode de vie. Moi je parle de mon expérience personnelle. En réalité, ce qui m'a amené par exemple à m'intéresser finalement à, à la préservation de notre planète, c'est l'amour du vivant au départ, hein. Je sais que chacun a son angle et sa manière d'entrer dans ses prises de conscience. Moi, ça a été l'amour du vivant. Et là, la prochaine pause durable est sur les sciences participatives avec Viginature. C'est le 25, je crois. Je mets le lien dans le chat. Voilà, ça y est, c'est posté. Donc j'invite voilà, à diffuser cet événement ou à y participer pour à son échelle, près de chez soi, dans son jardin, et bien déjà commencer à s'intéresser, participer aussi à cette prise de conscience que la biodiversité est en danger. Alors voilà, je vous rends la parole. Qu'est-ce que vous conseilleriez, qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Quelqu'un qui veut mettre de l'énergie, comment il pourrait s'y prendre, ou qu'est-ce que vous auriez à dire sur ce sujet? Moi, je suis curieux de savoir s'il y a des questions de la part des gens qui Oui, nous ont écoutés. Peut-être qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires ou qu'ils aimeraient bien qu'on creuse. alors moi, j'ai peut-être raté des choses dans le chat. J'ai pas vu de questions dans le chat, mais on peut en Moi non plus. effet ouvrir. Et comme on est 23 personnes, si des personnes ont des questions, vous pouvez soit les écrire dans le chat maintenant, ou les réécrire, parce que imaginons que je n'ai pas vu, vous pouvez les réécrire, ou bien vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez. 23 participants. Certaines, c'est vrai qu'il y a. Je pense que le sujet a attiré aussi beaucoup de gens qui sont Moi, aussi. Oui. moi, j'ai envie de donner deux conseils Mhm. très rapides. C'est si vous avez la volonté, l'envie et du temps, allez voir plusieurs initiatives autour de vous avant de vous lancer éventuellement dans la création. Et venez de manière très discrète, parce que vous n'allez pas changer un collectif qui fonctionne déjà. Et demandez-leur ce dont ils ont besoin. Euh, et tester. Voilà. Ça peut être dans un supermarché coopératif, faire de la mise en rayon. Ça peut être dans une asso de protection de l'environnement, envoyer les courriers de relance. Il y a plein de choses. Euh, et la deuxième chose, et là c'est une remarque, une espèce de conseil plus global, chose qui est souvent un écueil, c'est que nos associations n'arrivent pas à se dire que tout l'angle organisationnel, c'est-à-dire le côté invisible, c'est pas que les panneaux dans la rue ou les stands ou les machins, mais à un moment, il faut organiser, planifier les choses, convoquer, vérifier que tel sous-groupe, par exemple, a bien fait son truc qui permet le déclenchement de tel autre sous-groupe. Quand on est sur des initiatives un peu importantes, eh ben, on a besoin de petites mains, on a besoin de gens qui sont dans l'ombre
et qui passent leur temps à faire du secrétariat et de l'organisation, mais pas à prendre les décisions. Les décisions, ça appartient toujours au collectif, mais qui organisent ça. Et c'est souvent là que plein d'initiatives explosent en vol. C'est que tout le monde a envie d'être dans l'action et dans le faire, mais a peu d'appétence à être dans l'invisible, dans l'organisation, et c'est fondamental. Merci Olivier. Ça me fait penser à une remarque qu'on m'a dit au niveau des Repair Café et qui m'avait étonné. C'est que dans les Repair Café, ce qui est le plus dur à trouver, c'est pas du tout des réparateurs. Les réparateurs, finalement, ils trouvent assez facilement, ils sont toujours volontaires. Ça leur fait plaisir, et c'est tout le côté positif aussi, c'est que les gens ont plaisir à apprendre ou à découvrir que leur objet qu'ils appellent peut être réparé, et le réparateur a plaisir à transmettre. Mais par contre, ce qui manque, là où le bas blesse souvent, c'est pour organiser justement. Oui. En effet, c'est toute la partie dans l'ombre, de choisir une date, de tenir la longueur sur 3 semaines et de réussir à de communiquer, etc. Toute cette partie-là. Ouais, je rends la parole. Bon, bah, moi, je vais faire je vais paraphraser ce qu'il vient de dire, mais c'est un peu mon taf, hein. Du coup, moi, j'encourage les gens à faire le projet et à vraiment à tester des choses et de regarder un peu près de chez soi, de regarder ce qui vous plaît, les collectifs dans lesquels vous vous sentez bien. Super occasion. Bah, moi, je pense que le bénévolat n'existe pas. En tout cas, c'est comme ça que j'essaie de concevoir la relation qu'on peut avoir avec tous les citoyens et les citoyennes qui viennent chez Texans. Mais les gens, ils viennent, ils repartent. Ils ont eu ils ont développé plein de nouveaux trucs, capacité à gérer un groupe, à parler en public, à connaître un secteur. Donc les gens, ils viennent pour donner du sens, parce que c'est vrai que rester enfermé dans un sous-sol à la Défense pour augmenter la part de marché de vache qui rit de 0,1%, ça peut être un peu triste. Donc les gens, ils viennent pour trouver du sens, les gens, ils viennent pour développer des compétences et les gens, ils viennent pour faire des relations. Donc là, après tout ce temps enfermé, donc j'encourage moi à venir se rencontrer. Et puis bah, c'est très bien les terrasses de café, mais on n'est pas obligé de parler du match de foot ou de la dernière paire d'escarpins Louboutin. Il y a plein de sujets passionnants, il y a plein d'occasions de discuter de sujets passionnants en collectif. Donc moi, j'encourage du coup à les tester. Rejoignez, il y a peut-être une ZAD près de chez vous, une ressourcerie qui a besoin de main-d'œuvre. Il y a plein de plateformes nationales ou locales pour trouver chaussures à son pied. Euh, et, euh, et voilà, pour moi, c'est un des meilleurs moyens de rencontrer des gens. Moi, mes meilleurs amis, en tout cas, il y en a quelques-uns d'enfance, mais la plupart, je les ai rencontrés via l'associatif. Donc voilà, je ne vais pas dire qu'on va sauver le monde, je pense qu'il faut un peu faire le deuil de ça, mais en tout cas, on peut essayer de garder la tête, de mourir avec panache, de faire les choses parce que de toute manière, elles sont justes et de profiter du temps qui reste en faisant des choses bien et en rencontrant des gens cool avec qui on partage des convictions et ça peut faire des très belles amitiés. Donc voilà, c'est le moment, sortez de chez vous, mais vous pouvez voilà, rencontrer des trucs de des associations. Les associations, c'est aussi bien que les terrasses, voire mieux. Merci Antoine. Bon, moi, j'ai pas prévu de mourir tout de suite, Antoine. Bon, c'est dur d'être hyper créatif, là, ils ont tout dit, donc je sais pas, lisez les 29, je passe à l'acte. Et non, mais je crois que surtout, il faut essayer, en fait. Je crois que quand on avait préparé, j'avais dit en rigolant, je sais plus si c'était avec vous ou pas, mais c'est un peu quand on met le doigt dans la confiture et puis on goûte et puis c'est bon et puis on y revient. Et donc, voilà, sachant il y a 2 écueils quand même, hein, il y a pas que, la vie n'est pas que bisounours. Le premier écueil, c'est pourquoi on vient et parfois la dissonance entre nos motivations et ce qu'on y trouve. Nous, on voit chez Terre Humanisme souvent beaucoup voilà, de dissonance possible. Et la deuxième chose, c'est de s'y perdre en fait. Tu peux préciser cette question de dissonance, Françoise? Oui, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, chez Terre Humanisme, on va venir en se disant c'est la sobriété heureuse, puisqu'il y a 400 000 personnes qui ont lu La sobriété heureuse de Pierre Rabhi, et donc
on va tous se payer 8 € de l'heure et tout ça va très bien se passer, etc., etc. Sauf qu'il y a une réalité, une association, c'est pas une entreprise, mais il y a quand même une réalité concrète. Et entre ce avec quoi on vient, c'est-à-dire ses attentes, etc., et la réalité de ce qui se passe réellement dans les associations ou dans les structures ou dans les collectifs dans lesquels on arrive, il y a parfois un petit décalage. Voilà. Donc, être capable de toujours revenir aussi vers soi, ses attentes, enfin, voilà, d'être dans cet aller-retour qui est assez sain et qui permet de bien re-questionner les raisons pour lesquelles on y va. Et parce que ça rejoint le deuxième écueil. Le deuxième écueil, c'est je mets le doigt, je mets le bras. Il y a beaucoup de burn-out quand même autour de nous dans ces milieux-là. Sauver le monde, ça fait quand même partie d'un truc qui donne du sens, voilà, à sa vie. J'ai écouté l'interview de Cyril Dion sur la chaîne parlementaire, c'était extrêmement émouvant sur le fait que c'est beaucoup plus facile d'aller s'occuper des autres et d'être dehors que de prendre soin de soi. Voilà, et j'ai trouvé que, et Cyril a fait quand même 2 burn-out. Voilà, donc l'autre risque aussi, c'est de toujours être dans ces équilibres, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à être toujours à jour avec ses intentions et de l'autre côté, de ne pas se laisser prendre la main, le bras, parce qu'il y a des besoins, il y a besoin de forces vives dans les associations et que parfois on ne s'écoute pas. Voilà. Merci Françoise. Il faut penser aussi à se ménager. Ah, il y a un pouce. Oui, Laura. Du coup, je me retrouve dans tout ce qui a été dit. Donc, pareil, un peu difficile là de trouver quelque chose d'original à partager. En ce moment, je suis sur du coup des engagements bénévoles sur mon territoire. Comme je vous disais, moi, j'ai ressenti un gros besoin de très concret et très proche, un peu pour préparer la suite. Parce que, comme disait Antoine, on va mourir avec panache. Alors, j'en suis pas là non plus, mais clairement, je suis quand même sur cette question de on va faire de notre mieux tant qu'on peut faire de notre mieux avec les règles du jeu du monde actuel, mais il faut préparer la suite. Et la suite, c'est quand même quelque chose qui est, je pense, pas facile. On va pas mourir du jour au lendemain, c'est pas ça, mais ça va, si ça se fait progressivement ou brutalement, en tout cas, se réorganiser à des échelles de territoire pour au moins être capable de répondre à nos besoins prioritaires, d'avoir un toit au-dessus de la tête et de pouvoir s'alimenter et de pouvoir accueillir de nouvelles personnes progressivement parce qu'il va y avoir des déplacements de masse de population et faut arrêter de considérer qu'on a un précaré et se dire voilà comment est-ce qu'à plusieurs on va pouvoir continuer et accueillir les gens. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vu cette série qui s'appelle Walking Dead sur des zombies. C'est en mode le monde post-apocalyptique, il y a des zombies partout. Et alors, il y a un côté purement science-fiction, mais il y a du coup des choses intéressantes à voir que ce qui est le plus difficile, c'est les humains qui arrivent à s'organiser entre eux. Il y a tout de suite des galères de pouvoir, d'ego, de machin. Et c'est pas parce qu'on parle d'économie sociale ou de la transition qu'il n'y a pas des gros conflits. Qu'il n'y a pas des grosses galères d'organisation. Et pour ça, c'est clair, comme disait Françoise, d'arriver à se reconnecter à soi et à se dire c'est quoi mes besoins. Parce qu'en fait, c'est censé être un truc de les gens qui veulent faire du fric dans le monde avant lucratif, c'est tous des connards. Et à l'inverse, les gens de la transition, c'est tous des saints. Mais non, il n'y a rien de binaire. Et ce qui est important, c'est de se connecter à ses besoins. C'est-à-dire, si je le fais, c'est aussi parce que j'ai un besoin de reconnaissance et c'est OK. Si je le fais, c'est pour ça. Et tant qu'on le reconnaît, c'est bon, ça passe. Et d'arriver à bosser en collectif comme ça, en ayant conscience que pour telle personne, il y a aussi ça qui a besoin d'être nourri. Mais il faut le dire, voilà. Et comme ça, on avance plus efficacement, je trouve, en collectif. Et voilà. Donc, ce serait en gros, ça se relie à des choses qui ont du coup déjà été dites, mais on passe en collectif, on sort de chez soi, parce que dès qu'on est plusieurs, qu'on trouve des complices, on fait avancer des vrais projets, de trouver des vrais projets qui répondent à des vrais trucs et effectivement de laisser tomber un petit peu la Startup Nation, high-tech, tech for good ou tech for n'importe quoi, se connecter aux besoins un peu de la vie du quotidien et d'être à l'écoute des besoins de soi-même et des autres. Et parfois, la communication non violente, c'est un peu compliqué, mais de se dire juste j'ai besoin de quoi et d'accepter et d'avancer avec,
c'est des grands pas, je trouve, dans la vie. Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé, essayer de faire des progrès dans ma vie d'adulte et dans ma vie de maman aussi, clairement. Voilà. Merci. Donc, nous n'avons pas eu de questions du public, mais nous avons eu des personnes ont partagé des initiatives qu'elles souhaitaient faire connaître. Donc, j'invite tout un chacun à les regarder soi-même dans le chat. De toute façon, je le copie-colle et tout ce qui est lien et bibliographie, je l'enverrai par retour de mail. Est-ce que vous voulez dire un mot de la fin avant que nous nous quittions? Isocèle. Est-ce que dans 10 ans, on fera le point des 20 ans? Moi, je dirais que c'est toujours bien d'aller parler d'écologie avec des gens que ça n'intéresse pas du tout. D'en parler, d'accepter de répondre à une forme d'attaque, souvent, qui peut être faite. De rester Alors moi, détendu avec ça. je rebondis là-dessus. Pour moi, un des gros combats à venir, c'est, passez-moi l'expression, c'est la gueule aux fake news. Aux groupes Tu qui peux s'auto-alimentent. répéter parce qu'on a eu un problème de son, Olivier. Un des gros enjeux actuels, c'est casser la gueule aux fake news, aux vérités affirmées qui ne reposent sur rien et qui sont portées par des groupes très constitués, très forts et qui s'auto-alimentent et rentrent en religion et donc foutent le bordel parce que ça pose plein de questions. Et là-dessus, je vous incite à lire une BD qui s'appelle Esprit critique, qui est assez claire, assez magique à lire sur comment on fait le point soi-même par rapport à son propre esprit critique et comment ça fonctionne et quels sont les ressorts psychologiques notamment. Il faut être un peu outillé là-dessus parce que, ben voilà, là on est dans un débat entre nous, on est amis, en tout cas par la pensée. Mais quand vous allez dans le réel et que, par exemple, moi qui bosse sur un projet éolien citoyen en ce moment et qu'en face, on a des opposants qui sont que sur, qui surfent sur des fausses idées, mais qui les affirment avec une telle force que du coup, les gens qui ne sont pas avertis prennent ça comme des vérités, comment on fait? Voilà. Merci. Laura, un mot? Sortez de chez vous et rassemblez-vous. Ok, c'est le bon moment pour le faire. Il faut en profiter entre deux ondées ou avec son parapluie. Je vous remercie beaucoup. Si quelqu'un veut encore intervenir, poser une question ou faire une remarque, il était encore temps. 14h03. Donc, il y a encore 18 personnes. Il est encore temps, mais si vous ne vous manifestez pas, alors on se dit au revoir. Bonne continuation à toutes et à tous. Et écologiquement vôtre. Et voilà, visiblement, il n'y a pas de questions. Donc, moi, je remercie mon voisin qui m'a hébergé parce qu'ici, il y a beaucoup de vent et il n'y a plus du tout de réseau dans la vallée où je suis. Donc, voilà, il m'a prêté sa chambre. Et donc, j'étais vraiment désespéré, en fait. Et au dernier moment, ah, mais un voisin m'a hébergé. Voilà, merci beaucoup. Bonne continuation. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au Au revoir. revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.